Bonsoir, nous sommes le mercredi 30 septembre. Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition du 7-8, le journal. Tout de suite, on commence avec les titres de votre actualité locale. Le MEDEF Île-de-France vient d'organiser un débat entre les différents candidats au régional. Les têtes de liste étaient présentes mardi soir pour un échange autour de l'entreprise. Le syndicat des patrons attendait des propositions et des engagements. À Trappes, des agents communaux étaient en grève cet après-midi. Ils refusent une diminution de leurs congés payés. Et puis, je reçois aujourd'hui Pascal Piednoir, président du club d'œnologie de Voisins Le Bretonneux. Nous parlerons des foires au vin, ses conseils pour éviter les arnaques. Nous verrons aussi comment s'est déroulée sa participation à la dernière Coupe de France. Bonsoir Pascal Piednoir, nous reviendrons avec vous dans ce sujet dans quelques instants. Bonsoir. Et le ton est monté aujourd'hui à la mairie de la Verrière. Le boxing club de la commune proteste toujours contre le retard pris dans le chantier de rénovation du gymnase du Bois de l'Étang. La mairie a mis le club dans une salle temporaire. Selon les dirigeants, cette décision leur a fait perdre plus de 40 licenciés. Cet après-midi, ils étaient une trentaine à manifester entre le Bois de l'Étang et l'hôtel de ville. Le gymnase devrait normalement être livré en novembre. Et je vous le disais en titre, hier soir, les candidats à la région Île-de-France ont rencontré le MEDEF. Une conférence débat était organisée entre les candidats tête de liste et les antennes régionales d'Île-de-France du MEDEF, de la Chambre de commerce et de la CGPME. Le thème « Quelle région pour nos entreprises ?» a permis d'échanger autour de différentes thématiques et propositions. William L. et Fanny Bourdillon étaient sur place. C'était une première au niveau régional. Les antennes Île-de-France du MEDEF, de la Chambre de commerce et de la CGPME ont décidé de s'unir pour interpeller les candidats de tous les partis à la région Île-de-France. Je pense que vraiment on a été dans des sujets concrets, dans des questions qui ne sont pas des questions politiciennes, qui sont des questions qui à la fois répondent aux besoins des entreprises, aux besoins locaux des entreprises. Premier point à aborder, la question du budget et de l'attractivité. Un budget pour le Conseil régional d'Île-de-France qui représente 5 milliards d'euros. Je crois que le grand combat de la région, c'est la lutte contre le chômage. On dit, mes adversaires ont dit qu'il y a 200 millions de budget pour le développement économique. C'est pas vrai. La région a 5 milliards de budget et dans son budget, elle fait des transports, de la formation, des lycées, de l'université, de la recherche. Tout ça, ça doit être mis au service de la création d'emplois. Au menu des discussions, la question des transports, un grand enjeu de ces élections pour les entreprises franciliennes avec le projet du Grand Paris, mais aussi le développement du réseau urbain. Le projet du métro du Grand Paris, 32 milliards d'euros, et incontestablement en termes d'infrastructure avec la liaison CDG Express, quelque chose qui profitera à l'attractivité francilienne. Nous proposons une baisse, et c'est une piste importante, de la fiscalité sur les transports. Aujourd'hui, c'est 10%, c'est-à-dire le taux intermédiaire de TVA, alors qu'on pourrait diminuer à 5,5%. Pour Pierre Laurent du Front de Gauche, 10 000 postes supplémentaires seraient nécessaires dans le secteur. Pour Emmanuel Cos, Europe Écologie Les Verts, l'important, c'est d'abord de répondre aux besoins des usagers. Est-ce qu'on doit mettre l'argent dans des projets pharaoniques ou est-ce qu'on doit mettre l'argent dans le quotidien ? Il y en a qui vous disent on peut faire tout à la fois, Madame Pécresse, Monsieur Calfon, Monsieur Bartolone. Non, on ne peut pas tout faire, donc il faut choisir. Et si on fait le projet pharaonique, moi je sais ce qui va se passer. On ne fera pas le quotidien. Dernier point, la question de la formation. Au cœur du problème, l'apprentissage. Pour Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, ils ne seraient plus assez protégés au vu de l'évolution récente de leur statut. Le Front National, lui, préfère les rapprocher de la Chambre des métiers. Il faudrait une sorte, je l'ai appelé comme ça, j'espère avoir pas été trop loin, une sorte d'agence d'intérim des apprentis. Ce rôle d'agence d'intérim serait joué par les chambres de commerce qui connaissent le mieux et le plus près les besoins de leurs adhérents, c'est-à-dire des artisans. Durant 2 heures, les candidats ont pu exposer leurs projets, mais surtout écouter les propositions. Un premier dialogue entre les candidats et les acteurs économiques du territoire en vue d'un avancement sur un projet commun au profit du territoire. Et ce mercredi soir, Valérie Pécresse sera présente à Jouy-en-Josas dans les locaux de HEC pour participer à une conférence débat sur le thème « Les Républicains, les régionales et le RERC ». Alain Juppé sera lui également dans les Yvelines, à Chatou puis à Poissy pour un meeting dans le cadre de la primaire de la présidentielle, compte rendu dans notre édition de demain. Social à présent, les agents municipaux de Trappes se sont réunis aujourd'hui devant la mairie. Ils avaient déposé un préavis de grève cet après-midi pour protester contre la modification de leur congé exceptionnel. Un reportage de Michael Midero et Elodie Moine. Tension devant la mairie de Trappes. Après un premier mouvement en juillet, les agents municipaux de la commune étaient en grève aujourd'hui.
Plus de 80 personnes se sont réunies sur le parvis de l'hôtel de ville pour protester contre une modification de leur congé exceptionnel. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de proposition. On n'a pas de proposition. On sait qu'il y a des tractations, des changements dans l'attribution des congés, surtout les congés retraite, les 3 mois calendaires qu'au bout de 30 ans de service, les agents avaient droit jusqu'à maintenant. Et puis les congés aussi donc de médaille. Donc 20, 30 et 35 ans. Donc ce qu'on demande, c'est de ne pas toucher aux quelques acquis qu'on a. Les acquis, c'est pas compliqué. C'est les gens qui ont des médailles ont 15 jours de congé. Les gens qui ont des médailles, c'est parce qu'ils ont travaillé depuis longtemps et tout. C'est une reconnaissance et qui peut éventuellement faire la balance avec les bas salaires qu'on a, quoi. Selon les chiffres avancés par la mairie, les agents communaux comptent 36 jours de congé annuel contre 25 dans la plupart des communes. Des négociations vont tout de même être menées pour tenter de trouver un compromis avec les syndicats. On va négocier, et ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à la fin de la négociation, mais on va négocier. Je rappelle que j'ai dit aussi à 2 réunions de l'ensemble du personnel, on fait toujours 2 réunions parce qu'il faut maintenir le service public, qu'on ne bougerait pas avant le 1er janvier 2016, de façon à avoir le temps de discuter. Au total, la ville de Trappes compte plus de 900 agents municipaux. Toujours à Trappes, la municipalité a voté hier en conseil municipal la mise en place d'une structure d'accueil pour les réfugiés. Des appartements à la ville vont être mis à la disposition des familles qui demandent l'asile en France. La préfecture des Yvelines peut désormais héberger des réfugiés. En cas de besoin, le maire de la commune Guy Malandin et le conseiller d'opposition Othman Nasrou étaient au micro de Mickaël Almidoro. C'est dire qu'on était prêt à élargir de façon raisonnable notre capacité d'accueil, parce que nous disposons actuellement de 3 logements qui sont derrière l'ancienne poste et qui sont inoccupés, qu'on démolira quand on fera le plateau urbain. Ça veut dire que pendant 1 année, on peut les mettre à disposition, à condition qu'il y ait un organisme social qui gère et qui accompagne les personnes qui sont dans ces logements. Qu'on puisse accueillir des réfugiés de guerre de manière temporaire là-dessus, bien sûr, on peut tous d'accord, on peut en parler. Maintenant, il faut que ce soit fait intelligemment, il faut surtout que ce soit accepté par les habitants. En l'occurrence, là, je crois qu'il était question, si j'ai bien compris, parce que ce n'était pas très clair, d'héberger effectivement des réfugiés dans des logements sociaux. Là, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. On a des gens qui attendent depuis 5, 6, 7 ans un logement social sur Trappes, et ça va être compliqué de leur expliquer qu'il y a des réfugiés qui prennent la place. Ça, je ne pense vraiment pas que ce soit une bonne idée. Il y a des centres d'hébergement d'urgence qui sont faits pour ça. C'est là que les réfugiés doivent aller. Et on la voit sortir depuis quelques mois à Guyancourt. La maison de l'étudiant sera livrée par la région à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines en janvier 2016. Alors à quoi va-t-elle servir et combien coûte ce projet? Les précisions de Sephora Namani. La maison de l'étudiant est un projet dans le cadre du contrat projet État-région de 2007-2013, entièrement financé par la région Île-de-France à hauteur de 9,8 millions. L'enseignement supérieur, qui ne relève pas des compétences obligatoires, représente le 2e poste de dépenses de la région derrière les transports. Quand vous arrivez du système du lycée et que vous arrivez à l'université, l'une des difficultés face auxquelles sont les étudiants, et on sait qu'il y a un problème autour de l'échec en premier cycle, c'est ce sentiment un peu que peuvent avoir les étudiants d'être un peu perdus. La réussite étudiante dépend de plein de choses, mais elle dépend aussi, il y a un facteur dont on ne parle pas beaucoup, qui est l'animation des campus. 1720 mètres carrés habillés d'une façade en bois pour une structure certifiée haute qualité environnementale. Celle-ci hébergera une cafétéria, une salle polyvalente, une salle de représentation avec une scène et différents services d'orientation et médicaux pour accompagner les étudiants. L'idée, c'est que ça soit très ouvert sur le campus, que ça soit leur maison pour créer de la vie étudiante. Et donc dedans, ils vont trouver des services, une cafétéria, pour pouvoir venir se reposer, manger, discuter entre eux. Et puis, il y aura les locaux pour les associations étudiantes, parce qu'on sait à quel point l'engagement étudiant, ça aussi, c'est un facteur de réussite étudiante. Et donc, des locaux pour les associations, pour les syndicats étudiants.
Après des travaux entamés en mai 2014, la maison étudiante devrait être livrée en janvier 2016 à l'université de Versailles-Saint-Quentin, une fois les finitions intérieures réalisées et l'aménagement des espaces extérieurs. Et nous sommes en plateau avec Pascal Pied-Noir, président du club de voisins Le Bretonneux, je le rappelle. Il va nous livrer tous ses conseils et astuces pour s'y retrouver, notamment en cette période où les foires au vin se multiplient, car de septembre à octobre, c'est la période traditionnelle des foires au vin. Les grandes surfaces redoublent d'imagination pour attirer les consommateurs avec des promotions alléchantes. Les caves à vin profitent elles aussi de cet engouement en proposant des produits de qualité à moindre coût. Mais tous les cavistes n'y trouvent pas forcément d'intérêt. Regardez ce reportage de Camille Lambert et Fanny Bourdillon. Réduction, conseils personnalisés et dégustation, chez ce caviste de voisins Le Bretonneux, pas de doute possible, tout est organisé pour la foire au vin. Xavier Hippocrate organise depuis 10 ans des animations pour cet événement, un moyen de fidéliser sa clientèle et de ne pas se faire oublier au retour des congés estivaux. C'est un rendez-vous annuel et puis ça permet de relancer un petit peu la machine, quoi, voilà. J'en suis rentré de vacances, j'ai repris le travail, la rentrée scolaire, il y a les impôts, il y a tout, le mois de septembre mais pas très drôle. Bon, une fois au vin, ça redonne un petit peu d'animation, donc voilà, on pense un petit peu à autre chose. Un rendez-vous qui représente 10% du chiffre d'affaires annuel de cette cave et une hausse de la fréquentation pendant cette période. D'autres font pourtant le choix de ne rien organiser. À Versailles, quelques promotions sont bien visibles, mais pas question de parler de foire. Le mot foire, j'aime pas beaucoup. Je trouve que ça dévalorise le vin. Je préfère largement faire de la promotion occasionnelle sur des nouveaux produits, faire de la découverte. Une décision qui ne semble pas gêner la clientèle. Non, je ne fais pas la foire au vin. Non. Parce que je dis, à 80 ans, j'en bois moins que quand j'avais 40. Mais sinon, non, je préfère toujours aller chez les petits commerçants. Grande chaîne de magasins ou caves locales, la foire au vin a permis d'écouler près de 850 milliers d'hectolitres en 2014 d'après France Agrimaire. Avis aux amateurs, mais toujours avec modération. Et Mélanie Poquet nous a rejoint sur ce plateau. Dans quelques instants, votre chronique sur l'environnement. Mais avant cela, revenons donc à la foire au vin avec Pascal Pied-Noir. Vous avez vu le sujet. Alors, est-ce que la foire au vin, c'est vraiment l'occasion de faire des bonnes affaires ? Alors des bonnes affaires, pas forcément, parce qu'aujourd'hui l'offre est gigantesque entre les hyper, les cavistes. Ce qui est intéressant, c'est justement ce panel sur une période assez réduite de choses qu'on ne trouve pas forcément toute l'année. Et alors, bien sûr, sur l'offre, je dirais nationale sur les hyper, l'accent est énormément mis sur Bordeaux, tandis que l'intérêt chez un caviste, justement, c'est que l'ensemble de ces régions sont représentées et là, on peut acheter moins cher, justement, les produits qui sont régulièrement suivis par ce caviste. Si en plus le vin nous plaît, on pourra l'acquérir à nouveau durant l'année et ça peut être un moment de découverte puisque les prix sont de 10 à 20% moins chers sur cette période-là. En plus, il y a quelques cavistes qui sont effectivement dynamiques et créent des animations faisant venir des vignerons. Et le vin est toujours un moment de rencontre. Alors je le rappelle, le vin, il faut consommer avec modération, bien évidemment. Mais comment font les cavistes ou justement les grandes enseignes pour avoir justement un panel de vins différents? Et comment font-elles pour nous proposer des nouvelles choses en cette rentrée? Alors justement, ce que je disais, entre les hyper, il n'y a pas énormément de différence et de prix et de référence sur la masse Bordeaux. Alors après, il va falloir dénicher les millésimes qui sont mieux, puisqu'on est à peu près à 50 centimes d'euros près ou 1 euro, on est à peu près sur les mêmes produits, mais ils n'ont pas forcément les mêmes millésimes. Alors si, mettons, pour un vin blanc, généralement sur l'ensemble de la France, c'est un excellent millésime, il est plus intéressant d'acheter un 2013 qu'un 2014, voire un 2011 ou 2012. Donc là, il faut chiner un petit peu. Et puis, c'est l'occasion également de sortir certains vignerons, puisque même l'offre hyper aujourd'hui a une dizaine ou une vingtaine de vins de vignerons. Et là, c'est intéressant de suivre les vignerons qui vont rentrer au niveau de la sélection. Tout dépend, bien sûr, de la politique du directeur du magasin. Quand on s'y connaît bien, on peut se permettre d'aller chez des petits cavistes, par exemple ? Oui, bien sûr, parce que là, il y aura le conseil, puisque chez les hyper, généralement, il n'y a pas de conseillers très performants. Alors des fois, il y a des personnes ponctuelles qui viennent et qui ont quelques connaissances, mais le caviste,
lui, c'est son métier, il saura vous renseigner. C'est une valeur sûre, mais est-ce qu'il y a par exemple quelque chose à décrypter sur les étiquettes? Voilà, 2-3 signes qui nous montrent que voilà, ça c'est une bonne bouteille, à boire avec modération bien sûr, mais qu'on peut s'en procurer. Ouais, ça c'est une évidence. Déjà, quand le vigneron a mis son nom, c'est-à-dire son prénom, son nom, où il habite sur la bouteille, si on regarde la Marianne, si on voit récoltant, il signe son vin. C'est un petit peu comme un artiste qui signe son œuvre. Donc voilà, si je vois embouteillé par MBD à 33,100, voilà, je ne sais pas d'où vient mon produit. Donc il y a des repères comme ceux-là qui sont importants. Et surtout, le vin est un gouffre et essayez de chiner votre gouffre. Est-ce que vous, par exemple, vous en profitez pour refaire votre stock entre guillemets pour le club d'œnologie en cette période? Oui, bien sûr, puisqu'il y a des, comme je disais, il y a des références qu'on n'a pas forcément comme ça à portée de main, et on a une offre énorme sur cette période-là. Donc c'est effectivement intéressant. Et puis après, voilà, il y a toujours cette quête du meilleur millésime sur une référence. On voit beaucoup aussi les caves à vin se démocratiser. Maintenant, on peut en acheter qui font la taille d'un frigo. Est-ce que c'est essentiel d'avoir une cave à vin comme ça pour quand on commence à acheter, quand on commence à investir un petit peu Alors oui, alors tout dépend. Effectivement, si on veut... Alors ce qui est intéressant sur le vin, c'est de pouvoir le conserver de telle façon à ce qu'il s'exprime mieux dans le verre demain qu'aujourd'hui. Alors il y a des vins qui sont faits pour boire tout de suite, et puis il y en a qui sont faits pour être attendus. Et si on attend certaines bouteilles, il faut effectivement qu'elles soient couchées, il faut effectivement qu'elles soient dans le noir, c'est-à-dire sans UV. C'est les règles élémentaires et une température stable. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une cave qui est un petit peu chaude, mais le tout, c'est qu'on n'ait pas de choc thermique. La température maximale, c'est 19 degrés, 20 degrés 19 degrés, c'est dans nos habitations. On va avoir un vin, en fin de compte, qui va vieillir plus vite. Et ça ne va pas nous rendre un mauvais vin, mais il faudra le consommer avant. Voilà. Si la cave est à 14-15, voilà, on va pouvoir conserver un vin pendant 10 ans. Si, par exemple, on a un dîner prochainement et qu'on veut impressionner ses amis, est-ce que, je ne sais pas, il y a peut-être des bouteilles ou des vignes qui ressortent en ce moment, vraiment un petit conseil, une astuce qu'il ne faudrait pas rater? Alors, plutôt en conseil, je pense que voilà, il y a Joli Blanc sur les 2 derniers millésimes. Donc, moi, je suis un militant pour les vins blancs. Aujourd'hui, les vins blancs sont peu soufrés. On voit bien sûr qu'on tient des sulfites comme les rouges, mais on a beaucoup évolué, les vignerons ont beaucoup évolué sur la dose de sulfite. Donc, on a moins mal à la tête et pas de crampes. Donc, redécouvrez les blancs. Et puis, surtout, pensez aussi à carafer les vins. Voilà, c'est très joli sur une table et ça révèle les arômes. Voilà. Et puis après, essayez de vous renseigner sur le vin parce que parler du vin, c'est bien aussi et c'est souvent une belle conversation à table. Voilà, et bien justement, il faudra essayer de se renseigner quand on va chez les cavistes ou justement pour les foires au vin. J'aimerais qu'on revienne sur la Coupe de France qui se déroulait il y a quelques semaines. Vous y avez participé. Est-ce que vous pouvez revenir dessus, nous expliquer comment ça s'est passé justement pour le club de Voisins-le-Bretonneux? Moins bien que l'année dernière, puisqu'on avait remporté la Coupe de France, on avait fait l'exploit. Bien sûr, dans la tête, on voulait faire le doublé. Bon, ça ne s'est pas passé comme on le souhaitait. La partie était très difficile. On finit 5e. Donc, bon, sur l'ensemble de la France, c'est bien. Mais voilà, moi, personnellement, j'ai eu du mal à rentrer sur cette partie. J'avais Sur quelle partie? C'était quelle épreuve qui a été peut-être le plus difficile pour vous? Sur la présélection, où j'ai 4 décisions à prendre. J'en prends une bonne et 3 mauvaises, puisque voilà, à ce niveau-là, on a souvent un choix, on hésite. Et à ce niveau-là, 3 erreurs, c'est fini. Mais on a réussi à monter quand même l'équipe jusqu'à la 5e place. Voilà. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire au club d'œnologie? Ce n'est pas trop tard? Alors, en première année, je crois qu'il me reste 2 places. Sinon, tous les autres groupes sont archi pleins. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est noté. Si vous êtes intéressé, vous savez, Pascal Piennoir au centre Alfred de Vigny. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Alors maintenant, nous allons parler environnement, super lune, lune rousse, lune rouge. Vous en avez peut-être entendu parler en début de semaine, dans la nuit de dimanche à lundi. C'était une éclipse totale de lune. Il fallait par contre se lever tôt. On revient sur ce phénomène avec Mélanie Poquet qui, elle, a eu le courage de se lever pour observer ce phénomène. Et vous l'avez dit, Florane, il ne fallait pas avoir le sommeil trop lourd pour se lever lundi matin. En Amérique du Nord, l'éclipse a pu être admirée en début de soirée. Chez nous, le phénomène a plutôt commencé aux alentours de 3 heures du matin. Est-ce que c'est vraiment exceptionnel? Parce que les éclipses, on en voit quand même souvent. Alors, ce type d'éclipse, c'est assez régulier, tous les 6 mois, voire
tous les ans. Une éclipse de lune, donc, c'est quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre. Et ce qui marque, c'est cette teinte rouge. Alors, je suis allée au LATMOS, le laboratoire Atmosphère, Milieu, Observation Spatiale à Guyancourt, pour qu'Emmanuel Marc, chercheur en atmosphère planétaire, m'explique le phénomène. La couleur rouge des éclipses de lune, elle peut être plus ou moins prononcée, elle peut aller de l'orange pâle jusqu'au rouge vraiment très sombre. Elle dépend en fait de la météo sur Terre, puisque c'est un effet dû à l'atmosphère terrestre. Quand la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune, donc si on imagine qu'on est vu depuis la Lune, on voit petit à petit le disque noir de la Terre masquer de plus en plus celui du Soleil. Et quand on est complètement masqué, la seule lumière qui reste, c'est celle qui passe par l'atmosphère de la Terre. Alors on l'a bien compris, Mélanie, c'est impressionnant à l'œil nu, mais est-ce que ça a un vrai intérêt scientifique ? Les scientifiques profitent de ces éclipses pour étudier la présence de poussière, de nuages dans l'atmosphère de la planète bleue. La Lune leur sert alors d'écran. Les découvertes peuvent remonter plus loin dans l'histoire que l'on peut l'imaginer. Tout de suite, l'interview à suivre de notre chercheur au LATMOS. Ça remonte à l'Antiquité grecque, où effectivement, dès que les Grecs ont compris que les effets d'éclipses étaient en fait non pas des combats de dieux ou des choses comme ça, mais vraiment des effets géométriques d'ombre et de lumière. Ils ont donc compris qu'une éclipse de lune, c'était quand la lune passait dans l'ombre de la Terre. Et en comparant la taille de l'ombre de la Terre, qui se voit bien, hein, c'est l'espèce de bord un peu courbe qui progressait sur la lune pendant l'éclipse. Donc quand on compare cette ombre à la taille de la lune, on voit que la lune est petite comme à peu près un tiers, un quart de la Terre. Alors, il n'y a pas eu que l'éclipse à observer cette nuit-là, il me semble. Oui, tout à fait, Florane. L'éclipse a coïncidé avec ce qu'on appelle un autre événement, ce qu'on appelle la superlune. Il faut comprendre une lune plus proche de la Terre. Ça se produit tous les 20 ou les 30 ans. Quand elle est au plus loin de la Terre, la lune est à environ 406 000 km. Au plus près, ce qu'on appelle le périgée, elle est à environ 356 000 km. Qui est en fait dû au fait que quand la Lune tourne autour de la Terre, ce n'est pas sur un cercle parfait, mais sur une forme un peu allongée. Et donc la Lune peut être de temps en temps un peu plus près et un peu plus loin. Et cette éclipse-là, elle coïncidait avec un moment où la Lune était vraiment assez près de la Terre, ce qui fait qu'elle apparaissait un peu plus grosse que d'habitude. Elle était 10% plus grosse. Alors à l'œil nu, ça ne se voit pratiquement pas, mais ça peut donner une impression un peu plus brillante ou un peu plus grande qu'une pleine Lune ordinaire. Et pour ceux qui n'ont pas entendu leur réveil ou qui, comme moi, n'ont peut-être pas eu le courage de se lever, Mélanie, quand est-ce qu'on pourra observer de nouveau ce phénomène ? Alors, la prochaine superlune avec une éclipse totale, ce ne sera pas avant 2030-2035, mais il se passe toujours quelque chose dans le ciel. Alors, Florane, n'hésitez pas à garder la tête dans les étoiles. Oh, merci Mélanie, c'est très poétique. Et nous quittons malheureusement les étoiles pour revenir à 50 ans de Yvelines, ça c'est une bonne nouvelle, sur la terre ferme ou presque. Samedi, à l'association Le Joyeux Moulinet proposait un concours de pêche à l'étang du Val-Favry de Coignères. Débutants et initiés étaient rassemblés autour de cette pratique en pêchant brochets, gardons ou encore des carpes. C'était aussi l'occasion d'échanger autour de la nature et les menaces de pollution de l'étang. Une quarantaine de pêcheurs avaient fait le déplacement. Écoutez Serge Pradine, président du Joyeux Moulinet. Il est réputé d'être poissonneux, mais il est réputé aussi d'être assez atteint par on a des menaces de pollution. Il faut savoir que nous recevons les eaux pluviales. Nous avons les eaux pluviales de National 10. Donc il y a un exutoire qui vient, donc il suffit qu'il y ait un accident avec des huiles qui tombent, avec une pluie assez importante. Bon, on retrouve un peu les pollutions ici. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Sephora Namani pour un nouveau numéro de Kiosque. Votre émission culturelle, c'est à ne pas manquer. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h pour une nouvelle édition de notre journal en direct. Je vous souhaite une excellente soirée.